Alors voilà, le réseau français d'addictovigilance, hein, comme vous l'avez dit dans votre introduction, encore merci pour vos mots, c'est un réseau avant tout, donc ce sont des équipes, 13 centres. Bon, j'ai la chance d'être à Marseille, les 12 autres sont localisés dans d'autres villes, mais en fait, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'on est vraiment un réseau, on partage des informations. Je vois que le défi, voilà, pardon. On partage des informations et puis surtout, cela couvre l'entièreté du territoire. Hein. Donc, moi, comme vous l'avez dit, je suis localisée à Marseille, mais j'ai comme territoire d'intervention toute la région PACA et la région Corse. Mes collègues de Bordeaux sont localisés à Bordeaux, là aussi dans le service de pharmacologie, et ont dans leur bassin de rayonnement, d'expertise, un certain nombre de populations qui incluent les territoires ultramarins. Et donc, notre mission, hein, et c'est dans des textes réglementaires, c'est de relever le défi pharmacologique de l'évaluation des substances à risque d'abus. Alors, le défi pharmacologique, pourquoi? Parce que nous sommes tous pharmacologues localisés dans des services de pharmacologie, comme vous l'avez indiqué. Alors, ça, c'est la mission, puisqu'il faut partir aussi d'une définition. Hein. Donc, l'addictovigilance est une vigilance sanitaire, au même titre que la pharmacovigilance pour les effets indésirables des médicaments, comme vous le savez tous. Et l'addictovigilance, elle a pour objectif voilà, la surveillance des cas d'abus d'usage et de pharmacodépendance des substances psychoactives, que ce soit naturelles, synthétiques, médicamenteuses, et que leur statut soit licite ou illicite. La seule exception, c'est ce qui est marqué en jaune sur la diapositive, c'est que ne rentre pas dans notre périmètre le tabac et l'alcool. Tout simplement, c'est lié à l'organisation, à l'histoire de la structuration de cette addictovigilance qui en fait est pilotée par l'agence du médicament. Et comme l'agence du médicament n'a pas dans son périmètre le tabac et l'alcool, il était logique que l'addictovigilance ne l'ait pas non plus, tout en sachant bien entendu que quand on a des déclarations d'addictovigilance, par exemple d'un patient hospitalisé parce qu'il a fait par exemple un infarctus du myocarde au cannabis, eh bien on va quand même s'enquérir de ses habitudes vis-à-vis du tabac et de l'alcool, tout simplement pour caractériser les habitudes du patient. Alors, c'est une vigilance donc, qui est dédiée à la surveillance et à l'évaluation de l'abus et de la pharmacodépendance, donc qui balaye toutes les substances psychoactives, hein, qu'elles soient médicamenteuses ou non. Et donc, nous, pharmacologues et non addictologues, hein, nous ne sommes pas addictologues, nous sommes uniquement des pharmacologues, apportons donc cette expertise pharmacologique et médicale pour savoir si oui ou non un produit a un potentiel d'abus théorique ou avéré, s'il est détourné, s'il y a un risque addictif, et également les conséquences cliniques, hein, donc chez l'homme, que peut avoir cet usage qui s'inscrit donc dans un comportement addictif, et tout ceci dans une perspective de détecter s'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, de l'évaluer, de le caractériser, et ceci à un niveau individuel et populationnel. J'y reviendrai dans quelques diapositives. Alors pourquoi on peut se poser finalement la question, mais pourquoi surveiller les substances psychoactives? Et bien tout d'abord parce que les substances utilisées, eh bien, elles se renouvellent. Hein. Alors le cannabis, tout le monde connaît ça, comme vous l'avez dit avant, mais il n'y a pas que le cannabis. Donc on voit très bien, et on a plein d'exemples qui montrent que les substances utilisées se renouvellent, parce que les modalités d'usage d'un produit que l'on pensait connaître peuvent évoluer. Eh bien, c'est l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, hein, du protoxyde d'azote, et parce que les populations d'usagers peuvent aussi changer, évoluer, se diversifier. Là aussi, on pourra voir quelques exemples, et il y a une place croissante des médicaments là aussi dans cette problématique. Alors justement, j'ai pris quelques exemples. Hein, les substances psychoactives, hein, pour lesquelles on a émis des signaux ou des alertes peuvent être des médicaments. C'est l'exemple avec le fentanyl, hein, qui est un médicament qui existe depuis certains temps, et on a vu donc arriver avec notamment des formes galéniques nouvelles, hein, ce qu'on appelle le fentanyl transmuqueux, hein, qui a été mis sur le marché. C'est des formes de sucettes, justement pour les patients cancéreux qui ont des troubles de la déglutition et qui doivent être traités pour leur douleur paroxystique. Eh bien, on a vu avec ce fentanyl transmuqueux des comportements de mésusage surgir, et des patients pour qui ça avait été prescrit pour leur douleur cancéreuse paroxystique, eh bien, développer de véritables conduites addictives vis-à-vis de ce fentanyl transmuqueux. J'ai en tête un patient pour lequel on nous avait contacté et qui consommait plus de 80 sucettes de fentanyl transmuqueux par jour, et qui avait développé une véritable addiction à ce produit.
Ces substances psychoactives peuvent être des produits industriels. Alors, c'est l'exemple du protoxyde d'azote. Alors, on ne parle pas là du protoxyde d'azote médical, hein, puisqu'il est partagé dans ce cadre-là avec 50% d'oxygène et c'est un médicament très encadré. On parle du protoxyde d'azote que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, celui des petites cartouches métalliques qui ont jonché les rues dès novembre 2019, du moins de cette ampleur, ce qui nous avait conduit en tant qu'association, hein, parce que notre réseau est également organisé en association, et bien de faire cette alerte le 5 novembre 2019. On voyait déjà arriver, notamment dans les Hauts-de-France, des complications neurologiques très graves avec ce protoxyde d'azote dans un usage non médical, alors que tous les années précédentes, c'était vraiment exotique et on n'avait surtout pas ce type de complications-là, ce qui nous a fait émettre cette alerte au niveau national et qu'on a également décliné chacun dans nos territoires. Donc, en soi, le protoxyde d'azote, ce n'était pas nouveau. Ce qui a changé, ce sont ces nouvelles modalités d'usage et qui d'ailleurs se sont depuis amplifiées puisque les usagers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, utilisent désormais des bonbonnes, hein, qui représentent l'équivalent de 80 à 100 cartouches, et même maintenant des tanks, hein, qui sont l'équivalent de beaucoup plus de cartouches que ça, et qui sont l'équivalent de, vous donner un peu une image, de bouteilles d'oxygène qu'on utilise pour faire de la plongée. Donc on change complètement de dimension et de volume. Et puis, ces substances psychoactives peuvent être également ce qu'on appelle être des NPS, NPS pour nouveaux produits de synthèse, et que c'est l'exemple des cannabinoïdes. Alors, les cannabinoïdes, ce n'est pas du cannabis, mais ce sont des substances qui sont beaucoup plus, enfin, qui ressemblent au cannabis, qui miment les effets du cannabis, mais qui sont beaucoup plus puissantes que le cannabis. Ça nous avait conduit à faire cette alerte, hein, avec l'ARS Corse, puisqu'on avait eu des cas d'usagers qui avaient utilisé ce cannabinoïde de synthèse. Alors, ils ont souvent des sigles très, très techniques, hein, MDMB4 en PINACA, qui avait donné donc des tableaux assez graves chez certains patients qui avaient été hospitalisés. Alors, juste un mot sur les cannabinoïdes de synthèse, enfin sur ce qu'on appelle les NPS, hein, parce qu'il y a environ plus de 700 de ces nouveaux produits de synthèse qui ont été mis au point, bien identifiés au niveau européen et qui circulent. En fait, c'est sous ces NPS, donc il faut comprendre que ce sont des substances qui miment les effets de molécules déjà connues, que ce soit des médicaments ou non, mais par contre, et c'est ce qui fait donc du coup leur dangerosité, entre guillemets, chez l'homme, elles sont beaucoup plus puissantes. Donc, je vous ai montré là, hein, pour bien que vous compreniez, là, c'est les exemples de molécules, enfin de médicaments ou de substances psychoactives traditionnelles, et à côté, vous avez le nom de celles qui sont beaucoup plus puissantes. Donc, par exemple, pour les opioïdes, c'est la morphine et l'héroïne, et vous avez donc ces fameuses substances qui sont beaucoup plus puissantes, hein, comme par exemple l'ocfentanyl ou le carfentanyl que je vais vous montrer après. Donc, tout ceci, on peut faire un petit exercice, hein, donc même en n'étant pas pharmacologue ni toxicologue, je vous montre cette image avec 3 petits flacons dans lesquels il y a des substances. On pourrait poser la question de où est le nouveau produit de synthèse dans tout ça. Eh bien, le nouveau produit de synthèse, c'est lui. On voit très bien qu'il y a très, 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 très peu de quantité. Il faut même avoir une très bonne vue, et qui finalement illustre de la meilleure des façons le fait que ce sont des produits qui sont tellement puissants, qu'en fait, il en faut beaucoup moins, et c'est beaucoup plus donc facile à transporter, c'est moins onéreux, on se retrouve presque avec des lois du marché qu'on connaît dans d'autres systèmes. Initialement, en fait, ce sont des molécules qui avaient été, des substances qui ont été développées pour mieux caractériser tout ce qui nous tient à cœur en pharmacologie, hein, savoir si un produit est un agoniste complet, sélectif, etc. Et puis qui sont sortis du champ des laboratoires pour justement d'autres utilisations, mais voilà, qui ont comme point commun donc d'agir à de très, 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 très faibles concentrations et d'avoir des effets donc beaucoup plus puissants. Et l'un des faits qui, du coup, explique
qu'on a malgré tout quelquefois des cas particulièrement graves, c'est que quand un dealer, par exemple, prépare différentes petites enveloppes avec ce produit, eh bien, il va sélectionner donc le produit, le mettre dans une matrice et finalement, après, c'est un petit peu la roulette russe. Et donc, vous pouvez très bien avoir eu un usage, par exemple, en groupe et la personne qui tombe sur la gélule dans lequel il y a le plus de produits va avoir des effets dramatiques et peut-être mourir avec autant de substances actives, tandis que l'autre va ne rien avoir. Donc, la composition de ces produits est très variable d'un échantillon à l'autre, expliquant que, par exemple, s'il y a eu un usage en groupe, eh bien, tout le monde ne peut pas finalement succomber à des effets graves. C'est un petit peu le problème de ces substances où c'est vraiment la roue de l'Altrus et qui sont très, très, très actives et puissantes. Alors, pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'en addictovigilance, en fait, on surveillait, mais surtout qu'on avait à la fois une approche individuelle et populationnelle. Une approche individuelle parce qu'on est sollicité, comme peut l'être la pharmacovigilance, qui peut donner par exemple un avis sur un effet indésirable avec le vaccin ou un anticancéreux, etc. Eh bien, nous, en addictovigilance, nous pouvons être aussi sollicités par des collègues pour donner notre avis sur un cas, sur un patient hospitalisé, par exemple, pour avoir un avis médical, pharmacologique. On peut également aider au diagnostic, mais surtout au diagnostic étiologique, c'est-à-dire dire que le tableau clinique peut être en lien avec tel et tel usage. On donne également des informations et des conseils et des appuis en addictovigilance auprès des prescripteurs qui, c'est vrai, ne connaissent pas toute la diversité des produits et des complications que ça peut donner. Et donc, on a aussi une grosse activité en termes de réponse aux questions, de demande d'informations et de renseignements sur ces substances psychoactives, d'autant qu'elles se renouvellent énormément. Alors, nous avons aussi une approche populationnelle. Bon, les deux sont liés, c'est comme l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, si nous pouvons autant, comment dirais-je, donner une approche individuelle, personnalisée, c'est qu'on a une source d'information très dense, et cette source d'information vient de l'approche populationnelle qu'on a et qu'on a mis en place via des enquêtes nationales d'addictovigilance également et surtout des études aussi d'observation qui nous permet de caractériser au mieux les typologies des usagers et surtout les produits qu'ils consomment et les risques que ça a sur la santé. Alors, pour vous donner un exemple pour me comprendre, voilà un avis d'addictovigilance tel qu'on l'a eu. Alors, j'avais mis aussi parce que très souvent, quand on parle d'avis, on pense à un avis neurologique, on pense à un avis cardiologique, rhumato, etc. Mais voilà, au sein d'un hôpital et même en dehors, on donne donc aussi des avis d'addictovigilance. Donc là, c'est le cas d'un homme de 41 ans, salarié dans une petite ville non connue comme étant toxicomane, et puis lors d'une soirée festive, on lui propose de la cocaïne, il a sniff et dans les minutes qui suivent, il fait un coma, il hypoventile, c'est-à-dire qu'il ne respire pas très bien, il a un myosis. Heureusement, tout ceci s'est fait lors d'une soirée festive, donc il était entouré et donc il a pu être vite médicalisé et transféré en réanimation et heureusement guérir de tout ceci. Devant ce tableau clinique, les collègues cliniciens ont recherché la recherche d'un opiacé, parce que dépression respiratoire, coma, et puis le myosis, ça signe bien entendu une intoxication avec un opiacé. Et à leur grande surprise, ils ne trouvent rien dans le sang et dans les urines. Pourtant, le clinicien, justement, est convaincu que c'est un morphinique ou mimétique que le patient a pris. Donc, du coup, il nous demande notre avis. Et c'est comme ça qu'on investigue tout cela. C'est comme ça que l'on remonte auprès des personnes qui entouraient ce patient, qu'on retourne à la poudre, que l'on demande des prélèvements supplémentaires, que l'on fait transférer dans un laboratoire qui recherche donc ces fameux nouveaux produits de synthèse dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ne se détectent pas sur les méthodes usuelles de laboratoire. Et donc, c'est comme ça que, suite à ça, on a pu mettre en évidence chez ce patient une substance fentanyloïde, en l'occurrence, c'était de l'ocfentanyl dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la même période, on avait eu, là aussi en Corse, un autre appel par rapport à un patient qui avait un tableau quasi similaire, mais moins brutal. La brutalité du précédent tient au fait que c'était un patient qui n'avait jamais pris d'opioïdes de sa vie. Donc, quand on croit prendre de la cocaïne et que dedans il y a un opioïde,
opioïdes, eh bien, on peut décéder très rapidement d'un coma. Donc, on avait eu d'autres cas similaires dans cette région-là dans les semaines qui précèdent. Donc, c'est du coup, suite à ça, que nous avons bien entendu fait remonter tout ça à l'Agence du médicament, mais aussi fait un travail de sensibilisation via une information, une alerte, hein, co-signée conjointement avec l'ARS de notre région, enfin, Corse, puisque c'était en Corse qu'était survenu ce problème. Alors, autre avis d'addictovigilance qui est récent, hein, des collègues de l'hôpital qui nous ont décrit un enfant actuellement hospitalisé en neuropédiatrie, nous décrit un tableau clinique et nous demande, avec notre expérience, voilà, quel est votre avis sur ce dossier. Donc là, on a répondu, on a échangé aussi par téléphone par rapport à ce cas qui correspondait vraiment à tous les cas que, hélas, nous voyons ces derniers temps, mais celui-ci était particulièrement grave, hein, puisque c'était une jeune fille qui était en fauteuil roulant, qui était liée donc à son usage très important de protoxyde d'azote. Donc l'addictovigilance, et ça fait le pont avec ce que je viens de montrer avant, on va aussi inclus dans notre champ les complications cliniques qui peuvent donc être en lien avec les substances psychoactives, médicamenteuses ou non. Alors il y a quelques années de cela, on avait donc alerté sur les complications cardiovasculaires avec le cannabis. L'histoire est partie tout d'abord d'un travail de recherche fait à partir des bases de données de l'assurance maladie, à partir du PMSI par l'équipe de Toulouse, où pour savoir justement pour quelles raisons les patients qui consommaient du cannabis étaient hospitalisés. Et c'est comme ça qu'elles ont été un petit peu étonnées surprise de la prévalence, enfin pas la prévalence, de l'importance du nombre d'hospitalisations qu'il y avait dans les services de cardiologie. Donc c'est comme ça que tout un travail d'investigation a été fait, qu'on a également sollicité l'ensemble de notre réseau pour voir dans chaque région s'ils avaient eu des complications vasculaires, qu'elles soient au niveau coronarien ou neurologique, ou cérébral, pardon, s'il y avait eu des cas de ces complications chez les sujets jeunes sans autre facteur de risque connu. C'est comme ça que ce signal a émergé avec le cannabis. Alors, ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Là, actuellement, on est très mobilisé depuis plusieurs années, depuis environ 3-4 ans, sur ces complications liées à l'usage répété de kétamine. Alors, la kétamine, c'est un médicament anesthésique, mais qui existe aussi de marché de rue, et pour lequel, là aussi, l'usage répété, donc un usage répété peut aussi modifier le profil de sécurité d'un produit pourtant qu'on pensait connaître, en l'occurrence la kétamine, dont on sait maintenant qu'elle peut donner ce type de complications uronéphrologiques très graves, puisque ça peut conduire à une cytoplastie, à boucher les uretères à la peau, etc. Alors on bénéficie pour ça, hélas, de l'expérience de l'Asie, parce qu'en Asie, autant nous, on peut avoir en France un problème depuis très longtemps avec les benzodiazépines, et bien en Chine, enfin en Asie, eux, c'est un petit peu leur benzodiazépine, hein, la kétamine, et donc il y a vraiment un mésusage très important qui en plus a trouvé son mécanisme aussi pharmacologique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau cellulaire, animal, qui a montré que la kétamine, utilisée de façon répétée à des doses importantes, pouvait induire les lésions que l'on voit chez l'homme. Alors, pour faire tout ceci, en fait, l'originalité du dispositif mis en place par le réseau français d'addictovigilance composé de ces 13 centres, ça a été de mettre en place des outils. Quand ces centres ont été créés en 1990, bien, au début, ils ont fait comme pour la pharmacovigilance, hein, ils se sont dit qu'il faut rendre la déclaration obligatoire des cas afin que tous les professionnels de santé nous fassent remonter les cas d'abus avec ces substances psychoactives et les complications que ça peut avoir chez l'homme. Et c'est ce qu'on appelle notre dispositif NOTS pour notification spontanée.
Mais en fait, très très tôt, et même quasiment dans les mois qui ont suivi l'installation de ces centres, à l'époque, les collègues ont dit euh, repérer les abus, surtout qu'il faut remettre ça dans le contexte des années 90, ce n'est pas facile, c'est souvent un comportement dissimulé. Si on attend que les collègues professionnels de santé les voient, etc., on risque de ne pas voir suffisamment tôt et le voir comme il faut le voir. Donc du coup, les collègues de l'époque ont l'originalité de dire, donc, à défaut que l'information nous vienne par ce dispositif des notifications spontanées, eh bien, nous allons mettre en place différents outils qui vont nous permettre de faire des collaborations avec des partenaires et surtout d'avoir une information qui nous vient et qu'on n'envoie pas spontanément. Donc, c'est comme ça qu'a été mis en place un dispositif dont l'acronyme c'est Oppidum qui permet de suivre les consommations des usagers qui sont vus dans les structures spécialisées en addictologie, les XAPA, les CARUD, les structures qui sont aussi en prison et qui prennent en charge les usagers de drogue. Il y avait jusqu'à il n'y a pas longtemps un même dispositif via la médecine générale, mais qui actuellement n'existe plus. On avait mis en place un dispositif en collaboration avec des réseaux de pharmaciens sentinelles que chacun d'entre nous avons développé dans nos régions. Et en fait, on réalise 2 études par an où on leur demande de nous envoyer, après les avoir anonymisées bien sûr, des ordonnances qu'ils suspectent avoir été falsifiées ou volées parce que des médicaments se sont rajoutés dessus, parce que le nom du médecin, le médecin n'existe pas, parce que la quantité a été modifiée. Donc, d'identifier sur ces ordonnances falsifiées ou volées les médicaments qui apparaissent, et ce qui nous permet de dresser en fait un panorama. Alors, bien entendu, comme la politique sanitaire en France est fortement modifiée par rapport aux médicaments antalgiques et notamment avec les opioïdes, il y a plus de 15 ans de ça, a été mis en place un dispositif pour justement faire un tirage au sort des pharmacies en France et pour bien voir comment ces médicaments antalgiques étaient délivrés et pour quelle population. Il y a un autre outil qui s'appelle la soumission chimique. La soumission chimique, c'est l'utilisation à l'insu de quelqu'un d'un produit, qu'il soit médicamenteux ou non, dans un but délictuel. Et donc, pour ce dispositif-là, comme à chaque fois, il y a en plus des analyses toxicologiques qui sont faites, permet là aussi de dresser un panorama des substances qui sont impliquées dans ces cas de soumission chimique. Donc, nous travaillons pour ceci avec notamment les départements de médecine légale et les laboratoires de toxicologie, également les services d'urgence. Et enfin, il y a 2 autres dispositifs qui s'appellent DRAM et DTA, collaboration également avec les collègues de laboratoire de toxicologie. Le premier drame, c'est en relation avec tous les décès qui sont en relation avec les substances chez les usagers de drogue, ce qui nous permet de là aussi dresser le panorama des substances qui sont impliquées. L'intérêt étant que ce ne sont pas des décès statistiques, ce sont des décès pour lesquels une autopsie médico-légale a été demandée, et donc pour lesquels on a à la fois le résultat de l'autopsie et à la fois le résultat de l'ensemble des substances qui ont été retrouvées. Et donc, on regarde de ces substances pour savoir, en fonction de leur taux post-mortem, si elles peuvent être responsables ou pas du décès. C'est cette même problématique qui est faite aussi, mais spécifiquement sur les médicaments antalgiques. Et donc, le réseau fonctionne comme ça, c'est la fameuse Marguerite qui est à côté. Le but a été de développer sur plusieurs années, là aussi, j'ai entendu la présentation d'avant, et en gros, c'est la même philosophie. Les choses ne se sont pas mises en place du jour au lendemain, c'est progressivement. C'est aussi s'adapter au système de soins français. Dans les années 1990, toute la dictologie n'existait pas et n'était pas structurée en France, donc on s'est petit à petit adapté à la diversification de la prise en charge de ces usagers en France pour justement essayer à différents endroits, de pouvoir accéder à l'information et à ces différentes typologies d'usagers. Donc, ces études ne se sont pas mises en place du jour au lendemain. Alors, ce ne sont pas nos dates de naissance, ce sont simplement les années où les études ont été créées. Par exemple, Oppidum, alors je vous rassure, je suis hélas pas née en 1990. En fait, ce sont les collègues de l'époque qui s'occupaient du centre d'addictovigilance de Marseille, qui ont eu l'idée donc de créer Oppidum, ce dispositif où on interroge directement les usagers qui sont pris en charge dans les structures spécialisées. On les interroge sur leur consommation de produits.
mais à un niveau très très fin. On leur demande depuis quand ils consomment tel produit, par quelle voie d'administration ils l'utilisent, à quelle fréquence d'administration, comment ils l'obtiennent, quel est l'effet recherché. Voilà, on va vraiment à un niveau très très fin. Cette étude, quand elle a été déployée, ça a été au début des années 1990, hein, donc les centres d'addictovigilance se mettaient à peine en place. Pendant 5 ans, il y a eu une sorte finalement d'étude de faisabilité. Chaque année, elle avait lieu uniquement sur la région de Marseille. Et en 1995, il a été décidé de l'étendre au niveau national. Et puis, c'est Marseille qui a eu l'idée de cet outil. Donc, c'est le centre d'addictovigilance de Marseille qui à la fois le déploie dans sa région, mais également le coordonne au niveau national. Donc, l'originalité aussi, ça a été de développer ces outils d'abord dans une région. Souvent, la personne qui en a été à l'initiative, de voir si, en termes de faisabilité, ça tournait bien, s'il fallait faire des petits ajustements, et ensuite de la déployer au niveau national, tout en gardant la coordination. Donc, la même chose pour le dispositif OSIAP, hein, sur les ordonnances falsifiées. C'est ma collègue de Toulouse, Maryse Lapermesse, qui s'en est occupée, qui a eu cette bonne idée dans les années 1997. Et l'histoire veut qu'en fait, elle ait eu la bonne idée en allant en Suède, et en Suède, ils étaient en train de développer ça. Mais la Suède l'a fait qu'une année, tandis que voilà, OSIAP, maintenant en France, ça existe et ça continue. Et donc là aussi, étude pilote avec les pharmaciens sentinelles de sa région, et puis en 2001, étendu à l'échelon national. Et donc pareil pour les autres dispositifs, et à chaque fois cette originalité que c'est nous qui le pilotons. Donc, le point fort de ces études, il n'est certainement pas épidémiologique, hein, parce que, bon, ayant été dans une vie antérieure, voilà, en termes de santé publique, je peux vous dire que c'est tout à fait des études qui, pris isolément, ont beaucoup de biais, de limites, etc. Mais vraiment, nous, si vous voulez, la mise en place de ces études, c'est vraiment fait pour pouvoir répondre, puisque nous sommes pharmacologues, et ce que nous demande l'agence du médicament, c'est de répondre par rapport à un produit donné, qu'il soit médicamenteux ou non, de savoir quelle population l'utilise, quelles sont les voies d'administration, quelles sont les doses consommées, quel est le mode d'obtention, quel est l'effet recherché, quelles sont les conséquences sanitaires sur la santé, quelle est l'importance de son détournement. Et donc, quand on est saisi par l'agence du médicament pour faire un point, une synthèse, un rapport d'addictovigilance sur un produit, eh bien, on va regarder au travers des différentes sources d'informations, c'est la fameuse marguerite et les pétales jaunes, comment ce produit est décrit, hein, dans toutes les notifications qu'on a eues en France, comment il est décrit par les usagers tels qu'ils sont vus dans les structures sanitaires où ils sont pris en charge, donc c'est Oppidum, comment ce produit, s'il s'agit d'un médicament, est placé dans le panorama des médicaments falsifiés tels qu'on peut le voir sur les ordonnances falsifiées grâce à l'œil aguerri de nos pharmaciens. Donc c'est ce à quoi nous servent finalement ces différentes sources d'informations. Donc finalement, c'est leur combinaison, hein, leur triangulation de leurs contributions respectives qui permet de pallier finalement à leurs limites individuelles. Ce qui est important, c'est l'accès quasi immédiat à ces informations, hein, comme ces informations sont colligées, analysées, comme vous l'avez vu par chacun d'entre nous. Mais par exemple, si on a un rapport d'addictovigilance à faire sur la Ritaline, par exemple, eh bien, le collègue qui est en charge du rapport d'addictovigilance de la Ritaline va m'envoyer un message, et étant en charge de l'outil Oppidum dont j'ai parlé, eh bien, sous 2 semaines, je lui fais l'analyse de tous les cas qu'on a avec le méthylphénidate dans notre base de données Oppidum, puisque comme ce sont des enquêtes qui sont faites chaque année, eh bien, ça nous permet de constituer une base de données, de voir une année données ce que ça a donné et d'en décliner les tendances sur plusieurs années. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ces outils sont déclinés sur le territoire français. On sait que tous les médicaments notamment n'ont pas le même accès, mais bien entendu, notre rapport d'expertise que l'on rend, on ne se cantonne pas bien entendu uniquement au territoire français, on regarde également les données européennes et internationales sur le sujet. Alors, on est pharmacologue, hein, nul n'est parfait, donc l'addictovigilance, hein, dans notre travail et même au quotidien, on a une approche intégrée et globale, et on s'appuie sur toutes les données de pharmacologie fondamentale et clinique qui existent dans la littérature. Il y a des choses très intéressantes sur l'animal, il y a des choses très intéressantes aussi qu'on peut trouver dans les essais cliniques faits avec des médicaments, si on a la chance qu'ils soient publiés, mais même s'ils ne sont pas publiés, on peut demander, puisqu'on est en lien avec l'agence du médicament, à ce que le laboratoire nous fournissent des éléments de leur dossier de développement pour qu'on puisse voir si ou non il y avait des éléments intéressants par rapport à ce potentiel d'abus.
Alors, ce qu'on a aussi développé, ça c'était de mémoire dans le début des années 2000, certains d'entre nous commencions à travailler avec les caisses d'assurance maladie pour voir justement quel apport ça pouvait avoir dans notre domaine qui était la dictovigilance. Donc, il y a un petit papier de synthèse déjà des années 2004 qui a été amendé depuis. Et donc, qui reprend tous les travaux qu'on avait fait avec les collègues dans nos régions, et notamment sur Marseille, on avait développé, d'abord dans le cadre de recherche, et après ça a basculé un peu plus en routine, on avait, à partir de ces bases de données de l'assurance maladie, créé, développé, validé ce qu'on appelle un indicateur de polyprescription. Polyprescription ou encore docteur shopping, peut-être ça vous parle davantage. En fait, c'est le fait qu'un patient va obtenir des ordonnances simultanément de plusieurs médecins pour le même médicament et sur une même période de temps. Et donc, c'est cette notion de docteur shopping qui prend en compte la notion de chevauchement et donc qui est beaucoup plus fin que le fait d'aller voir, on va dire, des médecins différents sur une année. On peut très bien aller voir un médecin au mois de janvier, en voir un autre au mois de novembre. Pour X raisons, on a changé d'endroit, de lieu, de région, etc. Ça, on pourra l'appeler à tort du nomadisme médical, mais ça n'en est pas vraiment. Nous, le docteur shopping, c'est vraiment, par exemple, si au cours du mois de novembre, on se ferait prescrire de la morphine, qui normalement doit nous tenir le mois, eh bien, on va toujours au mois de novembre aller voir un autre médecin pour obtenir encore de la morphine. Donc finalement, on va essayer, à partir de ces bases de données de l'assurance maladie, de repérer un comportement de recherche d'un produit, quelque chose de spécifique de l'abus, cité dans tous les critères de dépendance du CSM4 et maintenant 5, qui est le fait de consulter de nombreux médecins pour obtenir une quantité de produits plus importante que chacun va donner isolément. Alors, c'est quelque chose de très connu, qui a été bien documenté dans la littérature scientifique et qui permet ainsi d'avoir finalement deux sources par rapport à un médicament. Enfin, on peut avoir deux sources. Une source primaire pour l'obtenir, c'est l'utilisation qui en est faite par le patient, ou bien secondaire, c'est-à-dire le patient peut également l'utiliser, mais aussi peut ne pas l'utiliser et approvisionner le marché de rue. Et ce qui a été bien montré, c'est que ce comportement de docteur shopping est associé à une augmentation du risque d'hospitalisation, de l'incidence des overdoses et de l'incidence des décès par overdose. Donc, c'est pour ça qu'on s'est particulièrement intéressé à voir comment finalement on pouvait repérer ce comportement dans les bases de données de l'assurance maladie. Et c'est comme ça qu'on, dans les débuts des années 2000, où on était préoccupé par la buprenorphine au dosage, même si pas préoccupé dans le mauvais sens du terme. On savait que c'était un très très bon médicament et qu'on attendait en plus avec impatience en France en tant que médicament de substitution à l'héroïne. Mais les premiers mois où il a été commercialisé, il y avait un signal quand même assez important par rapport au fait que certains patients en trouvaient dans la rue et notamment se l'injectaient. Donc, on s'est dit, on va développer notre méthode avec ce médicament parce que c'est lui qui faisait un petit peu l'actualité à ce moment-là. C'est comme ça, donc on a développé cette méthode où on repérait les chevauchements d'ordonnance de la buprenorphine. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les collègues de l'assurance maladie de l'époque, Éléonore Ronflet et Alain Mazu, dans le cadre d'un DEA de Vincent Pradel que je co-dirigeais avec Bernard Bégaud. Et donc, on a pu voir que 18,6% de la quantité de buprenorphine remboursée à cette époque-là dans les Bouches-du-Rhône, ce qui est même assez important, était détournée par recours au docteur shopping, mais que finalement, la quantité était importante, mais se focalisait sur un nombre limité de patients. Donc, ce travail a fait l'objet d'énormément de valorisation scientifique parce que c'était un travail de recherche avec Vincent Pradel, Sandra Norman et d'autres excellents doctorants ont donné lieu à de multiples publications internationales où il nous a fallu valider cette méthode sur différents produits, différents types de populations, différentes classes de médicaments. Et donc, on a continué ce travail avec notamment l'assurance maladie, puisque dans les années 2000, suite à ce travail également à d'autres informations qu'il y avait sur la région, ils avaient mis en place un système de sensibilisation des professionnels de santé. Et c'est comme ça qu'on a pu voir que notre indicateur était sensible au changement et que le docteur shopping commençait petit à petit à diminuer, alors que, vous voyez, dans le début des années 2000, il ne cessait
d'augmenter. Ensuite, on l'a testé sur d'autres médicaments qui étaient problématiques, mais pas pour les mêmes raisons. Il y avait des soupçons sur la tianeptine, le cousin chimique de l'amineptine, qui est le survector, peut-être ça dira quelque chose à certains d'entre vous, qui était un antidépresseur qui avait été retiré du marché dans les années 95-96 de mémoire. Et on commençait aussi à avoir des cas de patients pour lesquels on nous appelait, qui avaient développé de véritables addictions avec la tianeptine, qui prenaient 2 ou 3 boîtes par jour pour un effet psychostimulant. Nous sommes allés voir là aussi dans les bases de données de l'assurance maladie quelle était la quantité obtenue par Dr Shopping. Et vous voyez que la tianeptine, voilà, on arrivait dans les Bouches-du-Rhône à un pourcentage de 2%. On avait déterminé un seuil en faisant des analyses sur d'autres médicaments non à risque d'abus, où moins de 1%, on considérait que ce n'était pas un abus. Et la tianeptine ressort comme le seul antidépresseur avec ce pourcentage au-dessus de 1%. Le clonazepam, c'est le Rivotril. Il y a également eu dans les années 2000-2005, on avait des éléments laissant à penser que ce médicament pouvait commencer à être abusé, détourné, surtout parce qu'il y avait le Rohypnol, le flunitrazepam, qui était retiré du marché, donc il pouvait y avoir un switch vers un autre médicament, et ça a été lui. Et on voit très bien, là, vous voyez, on a classé, grâce à cette méthode du Dr Shopping, toutes les benzodiazépines par ce recours au Dr Shopping. Le flunitrazepam, le Rohypnol, vous voyez, c'était très très haut, à presque 30%, et le deuxième était à 2, enfin, presque 3%. Et de façon intéressante, notre méthode permet de différencier les formes galéniques, et on voit que c'était surtout la forme comprimée qui faisait l'objet d'un recours au Dr Shopping, et beaucoup moins la forme orale qui était à moins de 20%, donc pas du tout. Donc, on a également investigué tout ceci avec une alerte qu'on a eue dans notre région avec le méthylphénidate. On a utilisé donc plusieurs sources d'informations, les ordonnances falsifiées avec les collègues pharmaciens, les structures en addictologie. Donc, on a regardé également les bases de données de l'assurance maladie, ce qui nous a permis de voir comment tout ceci évoluait, comment déjà le nombre de quantités dispensées avait beaucoup évolué en l'espace de 6-7 ans, et sur quelle formulation du méthylphénidate, la forme rapide ou prolongée, se cantonnait le détournement, enfin le recours à plusieurs prescripteurs pour ce médicament. Alors ensuite, on a eu l'ambition de dire, bon, cette méthode, on a réussi à la valider, à la développer, à la valider dans notre région, et on a voulu voir s'il y avait des disparités régionales, et c'est comme ça qu'on a fait un travail sur 3 régions, un travail en 2008, il a été publié un peu tard, 5 ans après, qui était très intéressant, qui avait lieu dans 3 régions différentes. Donc là aussi, collaboration avec les collègues de l'assurance maladie de ces 3 régions, et donc on a pu montrer, grâce à ça, un premier signal d'abus concernant l'oxycodone, dont on a beaucoup entendu parler aux États-Unis, et pour lequel ce premier signal émergeait, notamment en Midi-Pyrénées, avec près de 5% de l'oxycodone, avec le recours à plusieurs médecins en même temps avec cette méthode du chevauchement. Donc, on a validé toute cette méthode pour voir si en effet il y avait un effet dosage, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en pharmacologie, dans la problématique de l'abus et de la dépendance, c'est-à-dire que les usagers vont se porter, quand c'est possible, sur le dosage le plus élevé, et c'est exactement ce que l'on voit. Ils se penchent davantage sur, bien sûr, les formes à libération immédiate, parce que l'effet va être beaucoup plus rapide que les formes à libération prolongée, et on l'a vu aussi en addictovigilance, et notamment par cette méthode du Dr Shopping, et également être davantage attiré par l'effet princeps plutôt que générique, le générique étant toujours considéré comme une pâle copie, alors que c'est la même molécule. Alors, on a quelques années plus tard, on a eu un appel d'offres ANSM, donc on a fait tout ça à partir du SNDS, donc au niveau national, sur l'ensemble des médicaments psychotropes, ce qui nous a permis de classer, en fonction de la quantité de ce fameux pourcentage du Dr Shopping, les différents médicaments, et pouvoir constater lesquels, justement, il y avait eu les augmentations les plus importantes, l'oxycodone plus de 140%, le fentanyl plus 20%, le tramadol plus 12%, la prégabaline plus 58%, qui se trouvent être également des médicaments qui sont en surveillance renforcée dans notre jargon, grâce aux autres dispositifs dont je vous ai parlé. On a du coup étendu après à l'année de 2019, ce qui a confirmé
les signaux qu'on avait sur certaines molécules. Et là, on a obtenu un autre appel d'offres pour justement aller cette fois-ci plus sur les conséquences cliniques en couplant ça au PMSI pour pouvoir voir justement si ces patients qui ont un recours au docteur shopping ont des complications sanitaires et des hospitalisations plus importantes que ceux qui n'ont pas recours au docteur shopping. Donc tout ceci, tous ces travaux, que ce soit des travaux de recherche, mais vous voyez qui alimentent notre mission, en fait, s'intègrent dans les missions réglementaires qui nous sont confiées, qui est d'apporter une analyse et une expertise sur ces substances. Et elle se fait via des rapports nationaux d'addictovigilance que l'Agence du médicament nous demande de faire. Alors tous ne sont pas accessibles, mais certains le sont. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez les consulter sur notre site Addictovigilance ou bien directement sur le site de l'ANSM. Par exemple, il y a un rapport d'addictovigilance sur la méthadone, un rapport d'addictovigilance sur la prégabaline, qui est le Lyrica, et un sur le protoxyde d'azote, et même plusieurs, puisque c'est un sujet que l'on suit depuis plusieurs années, qu'on nous demande d'actualiser fréquemment. Alors justement, à quoi tout ceci sert? Eh bien, il sert à apporter des connaissances aux institutions et décideurs publics, la NSM, la DGS, les ARS, mais aussi aider les professionnels de santé, les patients, les usagers, le grand public. Alors ça, c'est issu d'une publication qui reprend tout ce qu'on a plus ou moins fait entre 2010 et 2017. Donc, ce sont des informations, par exemple, sur tout ce qui a été fait sur la méphédrone, qui est un produit de synthèse, eh bien, a permis à l'Agence du médicament de le classer comme stupéfiant. Et puis, au-delà du classement, il y a une information qui est faite sur ces produits. Ça a été également le cas avec toute une série de produits où soit ils sont classés, soit il y a un point d'information qui est fait. Vous voyez, ça balaye aussi bien les produits illicites que les médicaments. Alors là, voilà, je vous ai mis des informations aussi récentes que la NSM a fait. Donc, il y a un rapport d'addictovigilance qui a été rendu il n'y a pas longtemps à nouveau sur les risques sur la méthadone. Et donc, l'Agence du médicament a mis en ligne tout ceci et a rappelé l'importance de disposer de l'analoxone, qui est un antidote qui existe au niveau hospitalier, mais dont il existe aussi des formes utilisables par les tiers, c'est-à-dire par des non-soignants qui peuvent justement l'administrer en cas d'un patient proche ou d'un usager qui fait une overdose aux opioïdes dans l'attente de la venue des secours qui doivent être toujours alertés, bien sûr. Récemment, l'Agence du médicament, s'appuyant là aussi sur le rapport d'addictovigilance et vu l'ampleur du mésusage de la prégabaline, a modifié ses conditions de prescription et de délivrance. Donc, ça s'appuie sur le rapport d'addictovigilance de la prégabaline qui a donc été faite par les collègues de Toulouse et qui s'appuyait sur l'ensemble des données disponibles. Le protoxyde d'azote, qui est un sujet, vous l'avez compris, depuis 2019, on a alerté et à chaque fois, on demande d'actualiser les données et c'est normal parce que la situation prend une ampleur très, très, très importante, à la fois parce que c'est un sujet, c'est un produit qui est de plus en plus utilisé chez les jeunes et les moins jeunes et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les modalités d'usage ont changé. Maintenant, c'est presque plus du tout les cartouches métalliques, mais ce sont des bonbonnes avec des nombres de cartouches beaucoup plus importants qui, hélas, majorent le risque de toxicité de ce produit. Alors, juste un mot rapidement, pendant la saga du Covid-19 et notamment en 2020, l'Agence du médicament avait mis en place un dispositif de surveillance renforcé par rapport à la pharmacovigilance. Il en a été de même pour l'addictovigilance où on nous a demandé de surveiller d'encore plus près les risques de surdose aux opioïdes, d'autant plus que durant cette période, les conditions de prescription et de délivrance des médicaments ont été desserrées puisque le patient ne pouvait plus avoir accès à son patient. Donc, pour éviter que les patients se retrouvent en sevrage, les patients pouvaient retourner auprès de leur pharmacie pour obtenir des médicaments pour ne pas être en rupture de stock. Et c'est comme ça qu'on a vu les ventes énormément augmenter et on avait peur que tout ceci, a fortiori dans le contexte anxiogène
de la période s'accompagne d'un risque d'overdose plus important. Donc, c'est pour ça qu'a été mis en place cette synthèse plus particulière sur les surdoses aux opioïdes. Il se trouve que c'est le centre d'addictovigilance de Marseille avec celui de Grenoble qui s'en est plus spécifiquement occupé, mais en colligeant toutes les données de toute la France. Donc voilà, on se réunissait toutes les semaines à faire cette synthèse. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez le retrouver en ligne. Donc l'addictovigilance, elle s'est aussi impliquée pour un peu coller à l'actualité dans un rapport national que vous pourrez là aussi trouver très facilement sur Internet, qui est un rapport qui a été demandé par le ministère de la Santé sur le chemsex et qui a été coordonné par le professeur Amine Benyamina. L'addictovigilance a été impliquée, certains d'entre nous y ont participé. De mémoire, c'est le centre d'addictovigilance de Paris et de Montpellier qui suivent de près ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire l'utilisation de substances psychoactives dans un but purement sexuel, d'initier, amplifier tout ce qui est rapport sexuel et leur durée. Et donc, dans ce rapport, il souligne toute l'importance de l'addictovigilance parce que oui, on reçoit des cas de patients qui développent des complications cliniques avec ces substances ou qui en deviennent addicts. Et enfin, pour coller sur une actualité encore plus récente, on a été impliqué dans l'actualisation d'un guide sur les nouveaux produits de synthèse afin de faciliter leur repérage et leur prise en charge au niveau des urgences. On avait contribué à ce guide en 2016. Il a été actualisé parce que les substances se diversifient. Et donc, on a fait partie de ce groupe de travail. C'était un travail qui a été fait sous l'égide de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc, on y a participé. Il est sous un format papier, mais il est également sous un format d'application. Voilà, pour en faciliter l'usage, notamment par mes collègues aux urgences. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je crois que je n'ai pas encore trop dépassé. Voilà, pour en savoir plus, vous pouvez retourner, aller voir notre site sur lequel il y a des publications, des relais presse, nos bulletins et quelques rapports mis en ligne. Voilà, je vous remercie.